Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Verallia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc ici, Verallia a sorti ses résultats au mois de juillet 2022. Donc ce sont les résultats semestriels ici. Et ils sont très très bons. En fait, ils sont tellement bons que je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cette compagnie? Qu'est-ce qu'on est en train de rater en se basant sur les chiffres? Donc, je vous ai toujours dit une chose. Ne vous concentrez pas uniquement sur les chiffres. Oui, on commence par les chiffres pour voir si l'entreprise est intéressante, mais maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces chiffres-là, d'accord? Donc, il faut lire les rapports financiers, ok? Donc, j'ai essayé de survoler les résultats financiers ici du second semestre ici afin de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, vous vous rappelez qu'on a déjà fait une analyse de Verallia, donc je pense au courant du mois de février, et déjà, ils étaient bons. Enfin, les chiffres étaient bons à cette période-là. On s'était dit aux alentours de 38 euros par là, on pourrait être assez correct. D'accord? Donc, on avait même pris la marge, enfin, je dirais, par rapport à notre intervalle, on avait pris l'intervalle la plus pessimiste possible. D'accord? Donc, on avait pris à 8 fois les EBITDA. Donc, parce qu'on avait fait la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, maintenant, on va déjà aller regarder les rapports financiers ici. Donc, on va le faire. J'ai essayé de souligner quelques éléments importants. Je vous ai dit que dans les rapports financiers, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qu'on attend à court terme et quel est l'état du bilan? Ce sont des questions que moi auxquelles j'essaye de répondre. Donc ici, vous avez une hausse de 23% ici du chiffre d'affaires, 1,639 milliard, 22% de taux de change périmètre constant. Par rapport à S21, hausse de l'EBITDA ajustée à 425 millions d'euros par rapport au S1 2022, par rapport à 345 millions S1 2021, donc 23% de croissance. La marge EBITDA, 26%. Ici, le résultat net 179 millions contre 133 millions en S21, plus 34%. Donc, le résultat net par action de 1,49 €. Donc, le résultat net par action de 1,49 € par rapport à la période précédente. Donc, à peu près comme c'est semestriel, si on se dit qu'on rapporte à peu près la même chose, donc on va se dire qu'on peut aller, on tend vers les 3 € vers la fin de l'année. Donc, baisse du ratio d'endettement net à 1,5 fois les EBITDA ajustés des 12 derniers mois contre 1,7 fois à la fin de l'année, à la fin de mars 2022. Donc maintenant, on doit savoir ici que la dette nette est de combien. Donc relèvement de l'objectif annuel de l'EBITDA ajusté. Donc ils ont relevé l'objectif annuel, c'est-à-dire qu'à la fin de cette année, on aura de bons résultats cette année-ci. Enfin, par rapport à ce qui est prévu. Donc ici, n'oubliez jamais de lire les petits caractères, c'est important parce qu'ici, vous allez trouver des informations qui peuvent également être importantes. Donc, il vous dit ceci. Outre des volumes de vente en hausse, le groupe a réussi à obtenir un spread d'inflation positif sur le semestre malgré une inflation sans précédent. D'accord, donc ils n'ont presque jamais vu ça ici. Donc de plus, l'EBITDA ajusté progresse fortement et la marge est maintenue à son niveau de l'année passée grâce au levier opérationnel provenant de la hausse des volumes et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En dépit de l'incertitude persistante de l'environnement, je suis confiant dans la capacité de Verallia à s'appuyer sur son agilité et son profil résilient pour atteindre les objectifs annuels revus à la hausse. Déjà, il faut voir quels sont les résultats annuels précédents afin de pouvoir voir les résultats annuels revus à la hausse. Donc ici, et on vous dit également que Patrice Lucas, donc il vous dit ceci quand il commence son propos, c'est avec une grande fierté que je prends mes fonctions de directeur général de Verallia. Donc semble-t-il que c'est peut-être son premier, enfin soit c'est peut-être son premier conference call. Donc c'est un nouveau PDG, il faut regarder son historique, il vient d'où, qu'est-ce qu'il a fait. D'accord? Est-ce qu'il a eu un plan stratégique quand il a pris fonction? Pourquoi est-ce que l'ancien est parti? Est-ce qu'il a pris sa retraite ou bien on l'a juste viré? Donc c'est important. D'accord? Donc on continue ici, donc on vous montre les résultats ici dépendamment des régions. Vous avez vu ici, toutes les régions sont en croissance, d'accord? Mais ce n'est pas parce que toutes les régions sont en croissance que toutes les régions sont bénéficiaires. Donc c'est bien, ça c'est le revenu. Maintenant, il faut regarder les marges. Il vous dit ceci. En effet, les volumes T2 2021 affichaient une progression significative grâce à la réouverture progressive des CHR, donc café, hôtel, restaurant. Donc, ça veut dire qu'en 2021, c'était également élevé parce que les cafés, hôtels et restaurants avaient ouvert. Rappelez-vous qu'ici, on fait du packaging, des verres, etc. Donc, ça impacte positivement l'entreprise ici. Donc, toutes les catégories de produits affichent des volumes de vente en amélioration sur le semestre avec un dynamisme particulier dans les spiritueux, les pots alimentaires et les vins pétillants. Comme annoncé, 2 hausses des prix de vente consécutives ont de plus été appliquées en Europe au premier et au deuxième trimestre afin de compenser la très significative inflation des coûts de production constatée depuis la fin de l'année dernière. Donc, ils ont augmenté les prix. D'accord? En Europe. L'effet prix mix sur le semestre est de l'ordre de 20% des ventes. Donc, le prix, en fait, par rapport à la croissance, en fait, dans ces régions aussi, l'effet prix représente à peu près 20%.
OK? Donc, on continue. Ici, on vous dit Europe du Nord et l'Europe de l'Est, en dépit des pertes de volume dues à la fermeture d'un four en Ukraine. En effet, le groupe a décidé au T2 2022 d'interrompre la production d'un de ses fours en Ukraine. Le premier a été vidé et refroidi afin de le préserver, tandis que le second produit principalement des pots alimentaires. Pour rappel, et comme précisé dans le chapitre 5.4.2.2, allez vérifier ce chapitre. De quoi on parle ici? Prévision pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Donc, ça dit dans ce chapitre-ci qu'on avait les prévisions pour la période actuelle. Donc, pour l'exercice clos le 30 décembre 2022, je pense que c'est pas le 30 décembre 2021. Enfin, je sais pas, il faudrait aller voir. De son document d'enregistrement universel de 2021, publié le 29 mars dernier, l'exposition du groupe en Ukraine reste faible. Il dispose d'une usine située dans la partie occidentale du pays et le chiffre d'affaires de 2021 s'élevait à environ 50 millions d'euros, moins de 2% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, même si on élimine l'Ukraine ici, c'est 2%, c'est moins de 2% du chiffre d'affaires. C'est pas que c'est petit, mais voilà, c'est pas très significatif également. Donc, après, vous avez les marges EBITDA ici. Regardez ceci. Les volumes, le revenu augmente en Europe du Sud et de l'Ouest. Les marges restent stables. Elles augmentent même plutôt, 25% en termes de marge EBITDA ajustée. Et attention, petit 1. Qu'est-ce qui est inclus dans l'EBITDA ajusté? Il y a beaucoup de petites choses ici. EBITDA ajusté, c'est quoi? Donc, EBITDA ajusté est calculé sur la base des résultats opérationnels retraités, des dépréciations et amortissements, des coûts liés aux restitutions, les coûts liés à l'acquisition et merger and acquisition et fusion, des effets d'hyperinflation, des plans d'actionnariat du management, des effets liés aux cessions et risques filiales, des frais de fermeture des frais de fermeture et autres éléments. Attention. L'EBITDA ajusté, c'est souvent un truc pour mettre tout et n'importe quoi. Okay? Parce que ces éléments-ci, ils semblent être extraordinaires, mais chaque année, on peut avoir des frais de fermeture. Chaque année, on peut avoir des frais liés au risque, des frais liés aux cessions et risques de filiales. Chaque année, on peut avoir des plans, enfin, il y a des risques d'hyperinflation, notamment en Argentine. Donc, il faut faire attention à l'EBITDA ajusté. Okay? C'est bien l'EBITDA ajusté, mais j'aimerais voir l'EBITDA normal sans ajustement représente quoi? Parce qu'il peut vous dire ici, en termes d'EBITDA ajusté, oui, on est croissant, les marges sont à peu près stables, mais sans doute, en termes d'EBITDA normal, on est plus bas que ça, d'accord? Donc, 40%, 40,8% ici en Amérique latine, mais regardez, les volumes restent à peu près, augmentent ici, donc en termes de... Ici, en Europe du Nord, vous remarquez qu'on avait à peu près un revenu à peu près stable, d'accord? Donc, ils ont un revenu même qui a augmenté dans cette zone-là, mais on a un EBITDA ajusté qui a diminué. Donc, la rentabilité a diminué à ce niveau, même la rentabilité ajustée. Donc, la rentabilité avait beaucoup d'autres petits éléments. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, ici, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, en Europe du Nord, Europe de l'Est, l'EBITDA ajusté atteint 60 millions d'euros vers 58 millions d'euros S1. Sa marge établie à 19,5% ici contre 22,6% malgré les volumes de hausse sur la période. La région a été pénalisée par la dégradation de l'environnement géopolitique conduisant à l'arrêt d'un des deux fours en Ukraine et à des contraintes d'approvisionnement générant des perturbations opérationnelles. De plus, le groupe a décidé de maintenir l'emploi et les salaires de toutes les équipes ukrainiennes et ainsi que les coûts afférents. Donc, c'est-à-dire que oui, on est sorti de l'Ukraine, on ne produit presque rien du tout, mais on paye des salariés. C'est bien sur le plan social. Donc, à vous, je vous laisse apprécier cela ici. Donc, je comprends parfaitement cette situation-là. Poursuite de la baisse de l'endettement, ça c'est bien. Donc, on vous dit ici que l'endettement net s'élève ici aujourd'hui à 1,147 milliard. J'aime ça. Je préfère une entreprise qui repaye sa dette ici. Donc, elle a également assez de liquidité ici. Donc, quand on dit liquidité petit 4, ça ne veut pas dire qu'on a de l'argent en banque. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on a peut-être, on a une possibilité de pouvoir s'endetter à ce niveau-là. Donc, calculé comme la trésorerie disponible, plus les lignes de crédit renouvelables non tirées. Donc, c'est également la trésorerie en banque. D'accord? Donc, ce n'est pas du cash qui nous appartient littéralement. C'est-à-dire que si on tape sur cet élément-ci, on va prendre de la dette. Donc, mais ça reste de la liquidité. OK? Donc, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, les perspectives de 2022. Donc, à quoi s'attendre en cette période ici? En l'absence d'un rationnement significatif des approvisionnements et en énergie pour Verallia en Europe, le groupe anticipe une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires annuel avec les marchés qui restent porteurs. Après un premier semestre marqué par une forte inflation, Verallia anticipe sur le reste de l'année une poursuite de la hausse de ses coûts de production. Donc, les coûts vont continuer à augmenter. Donc, faites attention. Est-ce que Verallia pourra continuer à augmenter ses prix par rapport aux coûts de production? Point d'interrogation. D'accord? Malgré ce contexte et après un très bon premier semestre, le groupe relève son objectif d'EBITDA
ajusté entre 750 et 800 millions d'euros. Donc, on s'attend à peu près à avoir ce genre d'EBITDA là ici d'ici la fin de l'année 2022. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici? Après ça, ce sont des graphiques. On vous montre ici l'EBITDA ajusté, de qu'est-ce que ça prend ici en considération, etc. On vous montre également le free cash flow. Et ici, vous allez remarquer que le bénéfice net, le résultat net et les free cash flow sont souvent différents, presque le double. Donc, il faudrait aller regarder cela, d'accord? Donc, on continue ici, Veralia, le volume ici, l'effet volume, c'est 41 millions. L'effet prix ici, c'est plus 261 millions. Le taux de change, c'est plus 8 millions ici. Donc, l'effet prix a eu un impact plus positif que l'effet volume, ok? Donc, il faut faire attention ici. Est-ce que si on a une baisse des prix plus tard, afin de pouvoir s'ajuster à la baisse des prix et des coûts de production, est-ce qu'on va garder les mêmes marges? Ce sont des questions que je me pose également. Donc, vous avez tous ces éléments-là ici. Donc, ils vous disent également qu'en Argentine, il y a de l'hyperinflation. Je vous laisse aller lire ce document-ci, cette partie-ci. On va venir directement sur les rapports financiers ici, afin de pouvoir faire l'évaluation de la compagnie. OK, donc ici, on regarde le revenu sur les 12 derniers mois, les revenus sont en croissance. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est durable? D'accord? Il y a eu un effet prix assez positif de près de 200 millions ici. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, moi, je prends ça ici. C'est une bonne chose qu'il y ait eu un effet prix positif. Maintenant, le plus important, c'est de maintenir cet effet prix-là. Même quand les coûts de production vont baisser, est-ce qu'on pourra garder le même niveau de prix? C'est la question que moi, je me pose juste. Donc, après ça, ici, on regarde les free cash flow. On a des free cash flow sur les 12 derniers mois à hauteur de 485 millions. D'accord? Regardez les net income. Je vous ai dit que les free cash flow sont plus élevés que les net income ici. Donc, on va prendre ici net income. Voilà. Et je les mets sur le même graphique. Regardez ceci. Donc, enfin, ça ne se voit pas bien, mais on va juste fermer. Je vais juste changer la couleur ici. On va mettre ça ici, free cash flow. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc, vous remarquez que les free cash flow sont toujours supérieurs au net income. C'est pour ça que, par exemple, quand vous regardez cette entreprise, c'est que vous vous rendez compte qu'on a peut-être des PER de 10. En réalité, on a des PER de 5. Parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye la dette. C'est avec les free cash flow qu'on repaye les actions. C'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi le marché déprécie cette compagnie-ci. Et c'est ça qui m'intrigue, en fait. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas assez d'historique? Parce que ce n'est pas une entreprise qui est cotée depuis longtemps. Sans doute, elle est appartenant à un autre groupe ici, mais il faut faire attention par rapport à ça. Ok? Moi, je me pose des questions quand je vois ce genre de choses. J'aime ce que je vois. Attention, j'aime ce que je vois. Ok? De telle sorte que quand vous allez essayer d'évaluer l'entreprise ici et que vous allez peut-être prendre les PER, ça va vous donner des PER 9 fois les bénéfices. Mais en réalité, vu que les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les net income, en réalité, le price to earning, le price to free cash flow ici est de 5 fois les bénéfices. D'accord? Donc ici, on va le mettre ici. Donnez-moi juste un instant. C'est-à-dire que si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes ici aujourd'hui, je dis bien la totalité des free cash flow. D'accord? En termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien? 20% au prix actuel. Je dis bien 20%. C'est comme ça que vous devez réfléchir quand on vous parle de PER, quand on vous parle de multiples. C'est une question de rendement. OK? Donc, si je me base par rapport au net income, ça sera 10%, 10 fois les bénéfices à peu près. Mais si je me base par rapport au free cash flow, ça sera 20%. C'est-à-dire que, ce que je remarque ici, c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des free cash flow plus élevés que les net income. Pourquoi? Parce qu'elle a une dépense en capital moins élevée. Mais elle déprécie énormément. C'est un avantage parce qu'on ne paye pas les taxes derrière. Donc, cette entreprise est extrêmement sous-évaluée. Je dis bien extrêmement sous-évaluée. Quand vous allez regarder le price to free cash flow moyen ici, je vais même prendre la moyenne. On va le faire comme ça, fait simple. On prend la moyenne ici, on s'échange généralement à 10 fois les free cash flow. D'accord? 10 fois les free cash flow en moyenne. Par rapport au net income ici, donc par rapport au price to earn, enfin, par rapport au PER, on le prend ici. Le PER ici, donc le price to earning ici, ratio, c'est 20 fois les bénéfices. Mais attention, les PER sont 2 fois moins élevés que les free cash flow. Enfin, les net income sont 2 fois moins élevés que les free cash flow. Qu'est-ce que je dois prendre en tant qu'actionnaire? Moi, je prends les free cash flow. Je choisis les free cash flow parce que ceux qui vont se baser sur les net income sont que de faire une erreur monumentale. Ils vont se dire que mais l'entreprise va s'échanger à 20 fois les bénéfices. Oui, je pourrais prendre 20 fois les bénéfices, on pourra arriver à la même conclusion, mais si je prends 10 fois les bénéfices ici, je me rends déjà compte qu'en prenant 10 fois les bénéfices pour les free cash flow, donc 10 fois les free cash flow si vous voulez, en fait, c'est un rendement de 10% que je demande. On me le vend aujourd'hui à 5 fois les bénéfices. Donc, qu'importe la situation, l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Ce n'est même pas une entreprise qui devrait s'échanger à 10 fois les free cash flow. C'est une entreprise qui devrait au moins s'échanger à 15 fois les free cash flow. Prenez ses concurrents. Allez-y regarder ses concurrents qui sont plus endettés. D'accord? Donc, ici, je vais faire simple.
On va essayer de payer ce que le marché demande. Donc, on va se dire ceci. Admettons qu'elle puisse garder à peu près, parce que c'est là où ça devient un peu compliqué. Admettons qu'elle puisse garder à peu près des free cash flow de 485 millions. Est-ce qu'on peut se dire qu'elle va garder 485 millions ici? Parce que dites-vous quand que, voilà, c'est une nouvelle entreprise, enfin, elle est cotée depuis à peu près 2019 ou 2018. Donc, elle a en moyenne déjà rapporté à peu près 366 millions d'euros ici, en moyenne, par rapport au free cash flow. À une date d'aujourd'hui, on est à 485 millions. Est-ce que c'est durable? C'est la question que moi je me pose. Ça peut être durable. Ça pourrait être durable. Mais je n'ai pas envie de me tromper. Je me dis ceci, je veux couper la poire en deux. Je dis OK, on peut garder 400 millions. De toutes les façons, avant la période de Covid, on était à près de 366 millions. Donc d'ici là, on peut faire 400 millions, tranquille. OK, 400 millions. 400 millions multiplié par combien? Fois 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices. Et encore, à 10 fois les bénéfices, je sous-paye, pour vous dire la vérité. D'accord? Parce que je pourrais même prendre 15 fois les bénéfices. 15 fois les price to free cash flow, si vous voulez. Donc, ça fait 4 000. Moins la dette nette. On avait une dette nette de combien? Vous vous rappelez? On avait une dette nette aux alentours de 1 milliard 100 millions. Donc, quand je prends ici, dette nette ici, donc 1 milliard 160 millions ici. On va le mettre ici. Moins 1160. Nombre d'actions, combien? On a un nombre d'actions ici de combien? Donc, je prends le nombre d'actions ici. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Nombre d'actions, on a à peu près 117 millions d'actions, on va dire 118 millions. Elle rachète également ses actions, j'aime ça. 118 millions d'actions, divisé par 118, donc 118, ça donne ici combien? 24 euros l'action. Alors, 24 euros l'action, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Mais rappelez-vous d'une chose, on a pris 10 fois les free cash flow. 10 fois les free cash flow. Pour une entreprise qui rembourse sa dette. Donc, à 10 fois les free cash flow, je ne prends même pas en considération la dette de l'entreprise, pour vous dire la vérité. Donc, à 10 fois les free cash flow, je pourrais même laisser à 400 millions comme ça, multiplié par 10. Parce que dites-vous que c'est une entreprise qui peut repayer sa dette en 2 ans. On va se dire facilement 2 ans et demi. En 3 ans, elle peut repayer sa dette au total, juste avec les free cash flow. Donc, si je l'achète ici à 10 fois les bénéfices, 10 fois les free cash flow juste, sans prendre en considération la dette, vous savez que je suis assez conservateur de nature. Ici, divisé par 118 millions ici, c'est bien 118, ça fait 33, 34 euros l'action. Donc, on pourrait être à 34 euros l'action. Et ça, je suis juste à 10 fois les bénéfices. Et ce n'est pas une entreprise, enfin 10 fois les free cash flow. Et ce n'est pas une entreprise qui devrait s'échanger à 10 fois les free cash flow. Parce que ses concurrents s'échangent au moins aux alentours de 15 fois les free cash flow. Vous pouvez aller regarder ses concurrents. D'accord? Au moins à 15 fois les free cash flow. Donc, si on est à 15 fois les free cash flow, on divise par 10 ici, multiplié par 15, ça me donne combien? Aux alentours de 50 euros par là. Donc, le prix actuel ne me dérange pas. C'est un bon prix d'entrée. Et encore, comme je vous l'ai dit, si on vous reverse la totalité des free cash flow ici, en date d'aujourd'hui, vous avez un rendement de 20%. 20% littéralement. Le dividende, il est de 4,66%. Ce dividende-là, il est safe. Comment est-ce que je sais qu'il est safe? On vous paye le dividende avec quoi? On paye le dividende avec le free cash flow. On a un free cash flow par action sur les 12 derniers mois. Je veux prendre les 12 derniers mois ici, de près de 4,16 euros. On a un dividende de combien en date d'aujourd'hui? Je prends le dividende ici par rapport à l'année précédente. Donc, on a un dividende par action aux alentours de 1 euro. Si vous faites 1 euro divisé par 4, ça donne combien? 1 euro divisé par 4 ici. Donc, quand on fait 1 divisé par 4, ça donne à peu près 25, donc moins 1 ici. Donc, ça fait ici que donc, le payout ratio, le véritable payout ratio, parce que je ne prends jamais le payout ratio par rapport au net income, il faut toujours comparer par rapport au free cash flow, donc est de 25%. Donc, si vous distribuez la totalité des net income, des free cash flow ici aujourd'hui, en termes de dividendes, vous aurez combien? Ça, 4,66 multiplié par 4. Quand on fait 4, à peu près 4,66 multiplié par 4 ici, donc sensiblement, on est aux alentours de 18-20% par là. Donc, c'est une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Allez-y lire vos rapports financiers. Essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on décote cette compagnie-ci. Qu'est-ce qui se passe dans... Peut-être que c'est juste parce le marché ne prête pas attention à cette entreprise et ça pourrait être temporaire. Peut-être également parce qu'il y a peut-être un problème profond que nous, on ne remarque peut-être pas. Peut-être qu'elle a un contrat signé avec une entité ici qui va peut-être venir à expiration. Donc, allez chercher, regardez les rapports financiers. Comment est-ce qu'elle fait son argent? À qui elle vend les produits? Comment est-ce qu'on structure le contrat de vente ici? Est-ce qu'on a des contrats à long terme ou bien c'est par rapport au prix? C'est au jour le jour. D'accord? Allez-y creuser. Mais moi, j'aime ce que je vois ici aujourd'hui. En tout cas, en termes de chiffres, ça m'encourage à aller creuser. Le prix actuel est parfait. D'accord? C'est-à-dire parfait dans le sens où c'est une opportunité d'investissement ici. Mais maintenant, on doit lire les rapports financiers pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette opportunité-là existe. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.